Coucou tout le monde, c'est Fleur et je vous propose aujourd'hui de voir mon run du sommet de Karazhan, plus 22 en détail du point de vue d'un moine tank. Cette saison je joue moine, à la fois DPS et tank, et alors je ne me considère pas du tout comme spécialiste de cette classe, donc soyez indulgents si vous remarquez des erreurs de ma part. Surtout n'hésitez pas à me les signaler, c'est comme ça qu'on progresse. Et en tout cas j'ai pu mener ce mythique plus au bout et dans les temps, malgré un wipe sur le dernier boss, donc c'est que globalement ça doit aller. D'autant plus qu'on n'a pas vraiment une composition méta, on a 3 cacs, 2 voleurs et un chamélio, mais justement ça prouve que cette histoire de classe méta, c'est très surfait. Oui c'est sûr, pour faire une plus 30 c'est compliqué, peut-être pas tant au niveau des classes qu'on amène. Tenez, là je vois Tettles, c'est un druide qui est bien connu, qui a timé une plus 30 cette semaine, un dépôt de Tristorail. Mais au niveau de la composition globale du groupe, ça peut être un problème, c'est sûr que 3 cacs ça complique. Et à haut niveau, l'absence de certains buffs, ça peut se faire sentir, ne serait-ce que l'enduit apporté par un prêtre par exemple. Mais au niveau 20 ou même 22 comme ici, on est bien loin d'avoir besoin de tout optimiser. Par contre, il faut quand même vraiment bien comprendre tous les mécanismes du jeu. Donc c'est parti, le début est très simple, on va prendre l'esprit lugubre avec l'infiltrateur. À ce moment-là, les classes qui peuvent claquer un CD de 2 minutes ou plus le font avant que la clé ne démarre. Comme ça, le CD est à nouveau disponible tout de suite, donc on a 2 mobs qui doivent tomber très vite grâce à ça. Ensuite, on arrive sur Zul'Gamux. Il est tout seul, donc rien de spécial à dire. Ou plutôt si, sur l'hypnoptère, la chauve-souris, j'ai réglé mon Wikora pour que ça m'annonce si au vocal. Et en tant que moine, je peux lui faire paralysie pour l'interrompre. Il suffit de l'interrompre, pas besoin de la DPS. Après avoir été interrompue, elle ne fait plus rien et elle finit par disparaître. Donc j'ai fait le premier CC, quelqu'un d'autre a fait le deuxième. Je ne peux en faire qu'un sur 2 avec paralysie, sinon je suis obligée d'aller à son cac pour lui faire un balayement de jambes. Et ça m'est arrivé dans un autre run, c'est un peu désagréable pour tout le monde quand le tank doit bouger. Donc pensez-y, si vous êtes ciblé par une chauve-souris, que vous voyez que personne ne la contrôle, pensez à aller au cac, il y a peut-être quelqu'un qui peut faire quelque chose. Ensuite, on avance et on ne fait surtout pas les gardiens arcaniques, ça ne sert à rien, et il y a toujours des morts. Le tout c'est d'arriver à 90% avant les échecs, un peu moins même, puisque les échecs donnent 10,65% très exactement. Il suffit de passer bien au centre, là comme on a 2 voleurs, ils font leur job, ils mettent un voile de dissimulation, un shroud, mais ça n'est pas la peine en fait. On fait l'annulateur abstrait, alors lui d'entrée il m'a fait 3 frappes des arcanes d'affilée, ce sont des baffes énormes qui font plus de la moitié de ma vie, enfin du moins la première et la troisième, je sais pas pourquoi la deuxième fait moins à chaque fois. Donc le tank et le healer doivent être un peu au taquet. Là en fait sur ce run j'ai esquivé la troisième. Et il fait aussi lame de force, c'est une grosse baffe qui laisse en plus un dot. Et sur les autres joueurs il lance annulation. Enfin sur n'importe quel joueur. Là il va le faire sur moi par chance pour la vidéo. Mais c'est sur un joueur choisi au hasard. Et donc je vais enlever mon silence dans la zone violette. Après ça en général on prend les packs 2 par 2. Donc je vais les chercher. Je ne prends pas vraiment garde au boss. Si je l'aggro, je sortirai, ça le reset. Je ne sais pas si ça fait venir toute la salle par contre, mais je crois que c'est le cas. Je crois que je l'ai vu faire exprès par le tank sur d'autres runs où j'étais en DPS. Donc ici on a les viams gavés de mana et les confluences de mana. Et il y a un infiltrateur parmi eux. Les viams ne font que taper en mêlée et à leur mort on entend le bruit caractéristique de la zone de régénération de mana. En fait je montre dans l'encadré un autre run où les viams castaient un sort qui s'appelle siphon d'énergie et qui d'après le tooltip draine la mana des confluences. J'ai bien l'impression que ça ne fait rien d'autre et donc c'est pas la peine de les interrompre, au contraire quand elles sont occupées à ça, elles tapent pas sur le tank. Mais bon, elles ne le font pas tout le temps et je sais pas pourquoi. Les confluences font un barrage des arcanes sur le groupe, ça fait dans les 33k chaque perso, plus 22, ce qui n'est pas énorme du fait que c'est une seule fois. Éventuellement 2 si les 2 confluences le font en même temps, mais si on veut pull les 4 packs, il faut faire attention. Peut-être qu'elles ne peuvent pas le faire, le barrage, quand elles sont drainées. Je sais pas, faudra enquêter. En tout cas, ça n'est pas très important. Le plus dangereux finalement dans ce pool, ce sont les stacks de l'affixe détonnant. On est monté à 4 là. Au fait, en parlant d'affixe, si vous me voyez prendre beaucoup de tourbillons, c'est exprès. Je fais de la place pour mes cacs. Et le pack suivant est identique. Je me place ici à l'intérieur de la salle. Pour celui-ci, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste la coutume en PU. Et puis on attaque le boss. Alors là, mon plan, c'est de reculer vers l'entrée en longeant le mur. Et vous allez voir, c'est très propre. Le fait d'avoir 3 cacs là, sur ce plan-là, ça aide. Parce que toute la foudre va être regroupée sous le boss. En tant qu'on a juste 2 choses à faire. Tente les énergies volatiles dès qu'elles apparaissent. Et reculer dès qu'une zone de foudre apparaît. Au niveau de l'alerte audio, quand on entend le boss mode qui dit Summon Volatile Energy et Power Discharge,
Donc ça ne demande vraiment aucune concentration. Summon volatile energy. Power discharge. Et pendant l'évocation, on envoie tout ce qu'on a. Là, je vois qu'ils ont mis l'héroïsme, mais je trouve que c'est mieux de le garder pour Medivh. D'ailleurs, il faut que je pense à compléter mon Wikora pour l'héroïsme. Ça doit être un hors 2 qu'il a mis, et mon Wikora ne traquait que les différentes variantes de l'Alliance. Le boss a eu le temps d'évoquer 2 fois, c'est plutôt pas mal. Les 3 DPS sont entre 16k et 17k, DPS sur le boss uniquement. Là sur détail on voit entre 22k et 25k, mais sur le log, j'ai regardé, on peut voir le DPS fait uniquement au boss, et c'est du 17k. On l'a tombé en 2 minutes 26, hier je l'avais fait en plus 20 et on avait mis 20 secondes de plus. Mais on avait eu un mort aussi. Ensuite on va sur Medivh, mais d'abord le skip. Comme on a 2 voleurs, évidemment ça facilite, mais sinon ça se fait à la potion d'invisibilité. Et comme c'est sur le même CD que la potion d'agilité ou d'intel, il faut penser à ne pas l'utiliser sur le conservateur. Évidemment moi je n'arrive jamais à y penser, mais j'ai quand même un truc pour passer, parce que je suis elfe de la nuit, donc même quand je suis en DPS, c'est donc beaucoup plus fragile qu'en tank. Ce que je fais, je montre en même temps dans l'encadré, je mets le bouclier de chair recomposée des Necrolords, je claque en plus un CD par précaution, boisson fortifiante quand je suis en DPS, et je fonce avec tous mes CD de vitesse, et je shadow melt quand j'ai dépassé le mob. Et si je meurs, tant pis, c'est pas grave, les autres sont passés, mais et je vais pouvoir être res, mais ça marche la plupart du temps, même en DPS. Donc on arrive sur Medivh, je pose un crâne pour indiquer le premier gardien arcanique qu'on va tuer quand le boss fera son ulti d'arcane, et c'est parti. Alors ici, il y a plusieurs difficultés. La première, c'est l'organisation des interruptions. Dans un groupe organisé sur Discord, ça n'est pas un problème, mais là, ça n'est pas le cas, donc il faut essayer de faire ce à quoi tout le monde s'attend. Je crois qu'en général, on s'attend à ce que le tank fasse le premier cut de la morsure de givre. Et donc, c'est ce que je fais. Et je le fais très vite pour montrer que je sais que c'est le tank qui commence. Et pour être sûr que les autres ne claquent pas le leur en même temps. À peu près 34 secondes après le début du combat, on a le premier ulti du boss. Et là, c'est l'ulti d'arcane, image du gardien. On va les focus un par un, les 3 mobs, parce que leur pulsation chatoiement fait de plus en plus mal au fur et à mesure que le temps passe. Et donc c'est plus efficace comme ça en termes de dégâts subis, puisqu'on aura 3 tics encore faibles en début de combat, puis 2 tics moyens au milieu, et quand ça commence à taper fort sur la fin, il n'y en aura plus qu'un. Enfin ça c'est la théorie, parce que quand je regarde le log, en fait les dégâts du chatoiement sont constants du début à la fin. Mais c'est peut-être un bug, peut-être seulement sur ce run-là, je sais pas. Donc peut-être les multi-doteurs, n'hésitez pas à doter les 3 si c'est le plus efficace pour vous. Mais sinon, globalement, on en focus un. Après les images, j'interromps la première morsure de givre, ensuite l'éclair flamboyant sur moi passe. Le voleur Shaya interrompt l'éclair qui partait sur lui. Les projectiles vont jusqu'au bout, puisque personne ne peut les interrompre. Puis un éclair flamboyant sur Shaya. Et on est 3 à prendre le dot, moi et le chamélio en plus du voleur ciblé. Et pourtant je me suis poussée sur la fin du cast et le boss relance tout de suite un éclair flamboyant sur le même voleur. Là aussi, le chamélio et moi on prend encore le dot. Et pourtant je demande d'avoir la photo là. Moi je trouve que je suis en dehors. Donc c'est bon à savoir, la zone est plus grande qu'elle ne paraît. Le voleur meurt de ce deuxième cast. Le chamélio aussi, mais lui il a la graine de Tisserève qui le sauve. Et moi je suis tank. Mais ça a rafraîchi nos dots, on a maintenant 2 stacks pour la durée complète du dot. Bon, suite à ça, le boss m'envoie les projectiles alors que j'ai encore le debuff des précédents. Et là, malgré la méditation zen que je lance à tout hasard, parce que, en fait, j'avoue, je ne connaissais pas bien et je suis pas sûre que ça marche pour ça. Et je meurs, normal, là, les 2 dots et les 2 projectiles à la suite, c'est juste pas possible d'y survivre. Mais on a un druide et donc un reste combat. Et en plus sur ce combat, en fait on peut se passer de tank pendant quelques secondes, il ne tape pas en mêlée, il n'y a que les projectiles qui ciblent spécifiquement le tank et on peut les interrompre. Au passage on peut noter que les ultis du boss se produisent sur un timer fixe et non pas à certains pourcentages de vie, ce qui fait que l'héroïsme est très utile sur lui. Si on peut s'en passer sur le conservateur, ça vaut la peine. Le premier ulti se produit autour de 35 secondes de combat, le deuxième vers 1 minute 40 et le troisième vers 2 minutes 15. Vous voyez les timers en bas à gauche sur mon interface. Ici en plus 22, au moment du troisième, le boss était encore à 15% de points de vie, mais sur ma plus 20 de la veille, il n'était qu'à 4%. Et avec un héroïsme, on peut envisager de ne pas subir le troisième.
Ok, petit temps de repos pendant la chute interminable. Le healer a pris le temps de nous faire remarquer qu'on avait bien partagé le dot de feu. Apparemment, ça a été vraiment bien tendu pour lui. Alors, arrivé en bas, on ne va faire que 2 mobs, les 2 infiltrés. Ça suffit pour les 100%, donc on essaye de tout éviter. Pour ça, le mieux, c'est de traverser de l'autre côté de la salle. Enfin, c'est pas une salle, c'est un petit couloir, mais nous, on est minuscules. Je sais pas vraiment pourquoi, en fait, mais bon, on traverse. Je pulse rat. On voit ce debuff d'infiltrateur déguisé sur la barre de vie. On le tue tranquillement, puis on longe le côté droit du couloir, c'est plus sûr. Et on pull cette araignée là, et voilà, 4% de crit en plus, tranquille, et on arrive sur le boss. Alors lui, j'en ai parlé dans une autre vidéo, il a été bien nerfé, donc il est beaucoup plus facile qu'avant. Je montre le placement, presque dans le coin, je crois que je pourrais aller vraiment dans le coin pour pouvoir soak les boules vraiment pile poil sous lui. Mais là, je ne veux rien faire de trop tiré par les cheveux, parce que surtout qu'il n'y a pas de communication audio avec les autres. Donc je me mets assez près du bord pour avoir des boules qui popent pas trop dispersées derrière moi, et on laisse le combat se dérouler. Pour la décharge d'énergie, j'ai un Wikora qui se met en route quand la première a lieu. Là, c'était 23-24 secondes. Dans ma vidéo précédente, j'avais noté 22 secondes. C'est très légèrement variable. Et ensuite, c'est fixe. Et je remarque maintenant que Bigwix a dû être mis à jour parce que le timer de la barre Bigwix, c'est le même que celui du Wikora. Ça permet d'organiser ses CD défensifs. En DPS, je mets toucher du karma à ce moment-là, par exemple. En tank, bon, pas besoin de grand-chose en fait. Et les boules arrivent. Voilà, moi j'aime bien. Côté coin, ça évite de courir partout. Même celles qui arrivent de loin sont dans un secteur angulaire de 90 degrés seulement, c'est pratique. Pour les séries suivantes, je suis obligée de passer dans la tâche, mais c'est pas grave. Ça diminue mes stacks, je crois que j'en ai perdu un. Et ça réduit la tâche, c'est tout ce que ça fait. Enfin, ça fait aussi un peu de dégâts, c'est équivalent à un stack du dot de mana instable. Sur la décharge d'énergie qui suit, le chaman est mort, c'est à cause des 3 stacks qu'il avait, ça tique un peu plus de 10k par stack, donc là il était à 30k et quelques. Il n'était pas full vie au moment de la décharge, et la décharge elle-même fait 50k, et il n'avait pas de CD défensif actif à ce moment-là. On va le tomber de toute façon, il faut juste jouer les mécanismes correctement, garder quelques stacks de mana instables pour augmenter nos dégâts, mais pas trop pour soulager le healer, déstacker dans les vides d'énergie si nécessaire, éviter les bombes des arcanes, et absorber les amalgames de pouvoir. Voilà, il a eu le temps de faire sa dernière décharge juste avant mon toucher mortel. Alors, après ça, on arrive dans la petite salle ronde avec les mini dévoreurs de mana. Ici, au niveau du compte, je pars vers la gauche et je fais tous les packs sauf le dernier. Je vais avancer assez prudemment parce que lors de mon run précédent, j'ai voulu faire 2 packs en même temps et je suis morte sans vraiment comprendre pourquoi. Mais bon, le deuxième pack vient quand même, les déluges de l'âme des voleurs ont une grosse portée. Après vérification sur le log, ces mobs ne font que des coups en mêlée. Mais c'est souvent, c'est toutes les secondes et ça fait mal, c'est 25k chacun avant mitigation, en plus 22. Donc je commence avec un balayement de jambes et puis il n'y a plus qu'à serrer les fesses. J'ai eu plusieurs procs du breuvage de poussière d'os, ça aide bien. Dans le pack suivant, il y a un infiltrateur, donc je vais pas prendre 2 packs là. Par contre, je me place dans la porte pour faciliter l'absorption des boules de mana, puisque comme ça elles arrivent toutes de la même direction. Honnêtement, en kitant un peu, ça doit être possible de prendre les 4 packs, on les amène dans le couloir. Et en tant que tank, on essaye le plus possible de ne pas se faire taper entre le balayement de jambes pour le moine, le totem de stun si on arrive à se coordonner, un anneau de paix pour temporiser, et même des transcendances, ça doit être largement faisable. Ensuite, on skip complètement le couloir suivant. Si vous devez faire les combats contre ces mobs, eh bien c'est l'horreur. Il faut absorber les boules vertes, il faut éviter les lignes de feu des petits diablotins, elles sont très difficiles à voir, et bien sûr les bombardements. Donc on skip. Là, on a 2 voleurs, donc c'est facile. En fait, les voleurs ont dit que c'est la première fois que leur voile de dissimulation marche. Soit ça a été corrigé, soit on a eu de la chance. En tout cas, ça foire souvent, donc c'est plus prudent de prendre une potion. Et au pire, d'aller mourir le plus loin possible en espérant que le healer a réussi à passer. Si c'est un druide, lui-même il peut y aller en chat, ça aide. Donc ensuite, on arrive sur les échecs. Et là, eh bien, il y a des morts, une véritable catastrophe. Un voleur meurt du premier saut du premier cavalier. Il était dans la zone d'arrivée. Alors je rappelle qu'on peut savoir d'avance où ça va être et il faut le prévoir parce qu'on n'a pas le temps de l'éviter si on attend de la voir apparaître. Donc on regarde bien les cases qui s'allument et on ne reste pas dans les cases adjacentes à la case d'arrivée. Je montre les 3 cases là et la dernière c'est la position d'arrivée. On va le voir refaire sur le saut suivant. Là on va perdre le druide et l'autre voleur.
Après, il faut avouer que j'aurais dû mourir moi aussi. J'ai fait un déplacement vraiment bizarre. Quand je revois la vidéo, je comprends pas vraiment. En fait, je crois que j'ai voulu lui faire un toucher mortel et j'ai cru que mon toucher était passé et j'ai commencé à me diriger vers le roi. Puis j'ai réalisé que je l'avais raté et j'ai voulu retourner vers lui et il a atterri à ce moment-là. Je ne comprends pas du tout pourquoi je n'ai pas pris de dégâts. J'ai vérifié sur le log, ce n'est pas une esquive. Je n'ai vraiment pas été touchée. Alors peut-être que la haie d'atterrissage ne peut toucher que 3 cibles. À chaque fois, ça a été 3. La première fois, un voleur et les 2 loups du chaman, et la deuxième fois, le druide, le chaman et un de ses loups. Bon, après ça, on peut taper le roi, et comme la prochaine pièce à tuer sera le deuxième cavalier, je m'arrange pour cleave, et dès qu'il y a la zone blanche autour du roi, on s'enfuit. Il faut mettre au moins une case d'écart avec le roi. Le voleur Shaya a l'air de le savoir, il ne se met pas dans le dos du cavalier, sans doute pour cette raison. Le deuxième voleur a pu revenir, parce que c'est un voleur, par chance, parce qu'avec le skip, ça peut être compliqué. Mais on peut tenter de revenir parce que les échecs, en fait, c'est pas un boss. Et le druide a pu passer aussi. Et c'est le moment de retourner sur le roi puisque le deuxième cavalier est mort. On clive un peu sur le fou. Les fous ont moins de points de vie que les tours. Et là, ça semble évident que les 2 cavaliers ne vont pas suffire pour atteindre les 30% du roi. Mais finalement, j'ai choisi la tour. Alors c'est une erreur, elle a plus de vie. Mais les autres pièces étaient loin. En fait, entre-temps, un fou est revenu près du roi. Mais c'est pas facile de l'atteindre tout en restant loin du roi. Il n'y aurait qu'une case de l'autre côté. Donc ce sera la tour. Elle retourne près du roi, on la suit, et là on a le déplacement de la reine qui fait ses traces de feu au sol, et ça va retuer le voleur. Honnêtement, moi j'ai avancé un peu près du roi, mais c'était limite. Hein. L'autre voleur est aussi carrément dans une case voisine du roi, mais le roi n'a pas réagi. Cette tour est vraiment très pénible à venir se placer près de la case où on passe à moitié à travers le sol, là. Mais bon, on va finir par la tomber. Malheureusement, on amène le roi qu'à 33%, donc il va nous falloir encore un fou. Et en plus, on s'est mal coordonné sur les fous. J'avais mis un crâne sur un des 2, mais après un déplacement, les voleurs sont passés sur l'autre, qui était pourtant plus haut en vie. Mais bon, on finit par l'avoir, le roi. Et ça aura pris plus de 5 minutes. Et enfin, on arrive sur le dernier boss. Alors là, on a wipé tout de suite, et la raison, c'est plutôt rigolo. C'est que comme on a un groupe avec 3 CAC, le rayon a qualité qui cible normalement un distant, enfin, je crois, en CAC, ça m'est encore jamais arrivé. Et bien là, il a ciblé un voleur et le voleur ne s'y attendait pas. Sans doute parce que lui non plus, ça ne lui était jamais arrivé. Donc il en est mort. Le voleur suivant est mort de la même chose dans la foulée et on a décidé de recommencer. Quand c'est comme ça, surtout attention de ne pas libérer. Il suffit que le healer le fasse parce que ça va coûter une potion d'invisibilité vu le skip. Il faut espérer qu'elle est dispo. Donc plus d'une minute après, on y va de nouveau et cette fois-ci ils sont prévenus. Le rayon est sur Shaya, c'est annoncé bien en avance. Et il va être obligé d'arrêter de taper le boss. Ici, on évite bien les désintégrations. On interrompt autant que possible les explosions brûlantes qui sont sur le tank. Le plus désagréable, à mon avis, c'est le bombardement qui recouvre la salle de taches vertes. Il faut savoir que les taches vertes, ça indique où ça va tomber, mais ça met longtemps à tomber, donc il ne faut pas forcément se précipiter pour en sortir. Et on esquive les boules violettes. Alors pour ça, on évite de bouger quand on a le debuff, sinon on se prend nos propres boules quand c'est dispel. Ça peut expirer tout seul ou être dispel par le healer. On perd un reste sur le chaman et à 66%, le boss change de plateforme. Sur la deuxième, il n'y a pas d'ad, mais le boss est actif tout de suite. Enfin, sauf si tout le monde reste loin, paraît-il. Je n'ai pas essayé récemment. Mais nous, avec 3-4, de toute façon, on va aller sur lui. C'est possible de mettre l'héroïsme sur cette phase, je l'avais suggéré, mais ils ont voulu attendre la P3. Pour éviter la désintégration, la première, le plus simple, c'est encore d'arriver sur le boss avant la fin du cast. En moine, c'est facile. Pour d'autres classes, sans doute moins, donc bonne chance si c'est votre cas. Personnellement, je n'arrive pas du tout à voir dans quelle direction il vise. Donc là, dans cette phase, il s'agit de le passer de 66 à 33% de points de vie. On a mis à peu près 40 secondes, donc c'est pour ça que c'est une possibilité de mettre l'héroïsme ici. J'en reparle après, enfin, on comparera avec la P3. Les différentes techniques qu'il utilise semblent suivre un ordre fixe. Elles sont annoncées par Bigwix. Là, les ombres chaotiques ont été annoncées un peu tôt, en fait. Mais il faut vraiment y faire attention, c'est la principale source de wipe. Et là, Shaya, à ma droite, s'en est pris une. Il faut avouer que c'était très serré, aucun espace entre. Donc il faut vraiment essayer de repérer qui a le debuff. Ça donne une sorte d'aura violette autour du joueur et se placer très loin.
Et voilà, à 33%, le boss ouvre un dernier portail et se sauve sur un autre vaisseau. On a un mort qui va être res, on aura l'héroïsme, il nous reste 1 minute et demie, on est très très bien. Là j'ai 8 mobs à récupérer, les deux voleurs m'ont mis leur ficelle du métier, donc il n'y a pas de difficulté. On peut les stun, donc c'est ce que je fais, ils ont 300k de points de vie en plus 22, donc c'est vite fait de s'en débarrasser. Il vaut mieux le faire parce qu'ils mettent un dot qui fait plutôt mal. Là avec 5 stacks c'est monté à 50k par tick. Mais c'est dispellable, donc pas trop la peine de s'en occuper en tant que tank, c'est le healer qui va le dispel. N'empêche qu'un petit balayement de jambes, ça aide. Et après, pour ceux qui ont pop un peu plus tard, pas la peine de les DPS, à mon avis, autant focus le boss. Voilà, et si je dis que ce n'est pas indispensable d'avoir l'héroïsme en P3, c'est parce qu'en tenant compte du temps nécessaire pour arriver sur lui, on a bien 20 secondes de tranquille pour le DPS, pendant qu'il ne fait rien du tout. Et finalement, après son interruption, il est tombé en moins de 20 secondes, alors qu'il nous restait plus de 10 secondes d'héroïsme. Et voilà, c'est tout pour ce run en plus 22 du sommet de Karazhan. J'espère que ça vous aidera pour vos propres runs. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, salut!